Je vais effectivement essayer de rebondir sur tout ce qui a été dit. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt toutes les présentations. J'ai vu parfois les mathématiques arriver à la rescousse et être utilisées comme outil dans la prédiction, principalement avec des statistiques, aussi de l'intelligence artificielle. Je vais en parler, mais je vais parler aussi plus généralement des limites intrinsèques que les mathématiques montre très rapidement dans la prédiction. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'axer autour de l'incertitude. Donc bien sûr, la réponse sera forcément mitigée, ni blanc ni noir. Je vais essayer de montrer un peu ce qui a été fait, un peu dans une chronologie de l'utilisation des mathématiques dans diverses sciences. Ça n'a pas commencé par la médecine, ça a plutôt commencé par l'ingénierie et de plus en plus utilisé en médecine. Donc le terme que je vais employer d'un point de vue mathématique, c'est la modélisation pour aider à prédire. Donc ça existe depuis fort longtemps. Et qui dit modélisation dit incertitude de toute nature. Donc je vais les présenter et je vais tout de suite parler d'un facteur limitant qui s'appelle la théorie du chaos ou la théorie du papillon peut-être de manière plus imagée. Et malgré cette incertitude présente dans toute modélisation mathématique, eh bien on continue de travailler et d'apporter des solutions en quantifiant cette incertitude, donc avec des outils, de nouveaux outils mathématiques. J'essaierai de donner un exemple très, très modeste que j'ai eu l'occasion d'aborder avec une équipe médicale, en l'occurrence à l'hôpital Georges Pompidou, donc le professeur Pierre Boutouiri, que certains connaissent peut-être. Donc c'est un exemple d'utilisation de toute la chaîne, de la modélisation à cette quantification d'incertitude pour un problème médical. Et puis bien sûr, je parlerai d'un sujet qui a été déjà abordé. Alors j'ai mis l'avenir, bien sûr c'est déjà le présent. Que va révolutionner, quel va être l'apport de toutes ces données massives? Comment allons-nous les utiliser pour résoudre de nouveaux problèmes ou pas? Donc voilà l'exposé. J'espère qu'il ne sera pas trop rébarbatif. Je ne sais pas quel souvenir vous avez gardé des mathématiques. Parfois, c'est très variable. C'est très variable chaque fois que j'en discute avec des médecins. Donc, quelques exemples de modélisation bien connus, donc hors médecine, on va dire, qui sont utilisés au quotidien. Aussi bien dans l'ingénierie, par exemple, donc j'ai eu l'occasion de travailler, j'en reparlerai, en termes d'aérodynamique, d'études d'aérodynamique pour les avions, pour les navettes, pour les véhicules, et même pour les cyclistes sur cet exemple-là. Donc des exemples de modélisation en météorologie, en trafic routier, c'est quelque chose aussi qui est très utilisé. En économie, c'est un des premiers secteurs, on va dire, où on peut déjà mettre beaucoup de limitations dans ces modèles. Et puis, dynamique des populations, je prendrai cet exemple bien connu qu'on donne aux étudiants assez rapidement de modélisation, assez simple mais efficace, en dynamique des populations. Et puis, encore récemment, on a parlé de modélisation lorsqu'il s'est agi de modéliser le futur de l'épidémie de Covid, par exemple, avec des modèles mathématiques finalement très rudimentaire, ça a été dit, qui avait une centaine d'années. Donc voilà déjà le cadre de la modélisation mathématique. Donc pour moi, pour un mathématicien, modéliser, c'est mettre en équation un problème donc de toute nature, physique, biologie, économie, et nous sommes nombreux à nous intéresser à ces aspects-là. Donc bien sûr, il reste des mathématiciens qui restent concentrés, et c'est très important, sur des problèmes purement mathématiques, qui parfois, des dizaines, voire des centaines d'années plus tard, ont des applications. Je pense par exemple à la cryptographie. Mais moi, je me suis toujours intéressé à aller chercher des problèmes issus d'autres sciences pour les amener et les étudier mathématiquement, et ensuite apporter une solution éventuellement. Donc un tout petit exemple pour commencer. Qui ressemble beaucoup à la modélisation, comme je l'ai dit, de la propagation d'une épidémie. C'est un modèle d'évolution de deux espèces dans un territoire unique, proie-prédateur. Donc il a été développé dans les années 20. Il est encore utilisé pour prédire quelle sera l'évolution de ces deux espèces en compétition. Donc prédire, c'est prendre un instant
donner la connaissance et essayer d'aller chercher à l'instant suivant ce qu'il se passe. Donc c'est tout simplement en mathématiques une suite. À l'année n, on a une certaine population de proies, de prédateurs. On modélise à l'année n plus 1 ce qu'il va se passer. Alors ça peut être des années, des mois, des jours. Alors si c'est des secondes, on va changer de modèle. Et puis bah là, par exemple, ce modèle, il est très simple. On prédit qu'à l'année, par exemple, n plus 1, le nombre de proies sera égal au nombre de proies à l'année n, avec une certaine croissance exponentielle de cette famille, de cette population, et puis une limitation liée à la présence des prédateurs. Inversement pour les prédateurs. Donc ça, c'est un modèle qui a été développé dans les années 1920 par des biologistes et qui est encore utilisé avec des améliorations, évidemment. Et puis, comme je le disais, il y a la version dite continue, donc prédiction dans le temps vue comme une variable continue, donc une fonction à présent, une fonction de temps, du temps. Et donc c'est très souvent ces modèles-là qu'on va utiliser en météorologie, etc., dans plein d'autres situations où le temps est une variable. Et puis on a une fonction cette fois qu'on étudie à travers sa valeur, la valeur de ses dérivés. Tout ça, ça doit vous rappeler des souvenirs. Et donc c'est ce qu'on enseigne dès qu'on entre à l'université. Ces exemples de modèles. Très simple à étudier, et puis ben, on retrouve déjà des choses, on prédit bien. On prédit bien avec ce genre de modèle, par exemple, qu'est-ce qu'on peut prédire? Ben, on peut prédire le fait qu'il va y avoir une coexistence entre deux espèces avec des évolutions cycliques de même période. On peut retrouver pas mal de choses, alors évidemment je parlerai des données ultérieurement. On peut même retrouver des phénomènes parfois inattendus, comme l'effet de la pêche. C'était une des remarques dont a été issu le modèle, qui montrait que bah, si la pêche s'arrête, le nombre de proies va plutôt avoir tendance à baisser, par exemple sur un petit modèle proie-prédateur, ce qui a été observé expérimentalement. Donc voilà ce qu'on fait avec un modèle. On essaye de prédire des choses à partir d'une mise en équation de certaines hypothèses. Alors, on verra qu'en médecine, c'est un peu plus compliqué. On a plutôt vu des statistiques, mais là, c'est de la prédiction. Alors, simplement, la prédiction, c'est toujours dangereux. C'est toujours dangereux. Il faut, dès le départ, dire de faire attention, parce qu'il y a une théorie mathématique, avec une réelle existence mathématique, qui s'appelle la théorie du chaos. J'aurais pu appeler ça l'effet papillon, que vous connaissez bien. Vous avez entendu parler, qui dit que le battement d'aile d'un papillon, en un point, peut provoquer une tornade à l'autre bout de la Terre. Donc ça, c'est vrai, entre guillemets, au sens mathématique du terme. Je vais vous le formaliser de manière mathématique sur un tout petit exemple très simple. Donc ça s'appelle la théorie du chaos. Donc à ce stade, on pourrait se dire, c'est mal parti de prédire, mais on va quand même continuer, je vais vous l'expliquer ensuite. Et donc, avec la théorie du chaos, il y a, pour ce genre de modèle d'ailleurs, il y a une autre théorie qui est très proche, c'est un peu la même chose, c'est un phénomène dit de bifurcation. Dans ces modèles-là, parfois, on perturbe très légèrement un paramètre, une information, et là, le système va changer complètement. C'est l'exemple de la propagation d'une épidémie ou non. Hein, le fameux R0, s'il est plus grand que 1 ou plus petit, ça change totalement la dynamique. Donc ça s'appelle une bifurcation. Donc là, c'est pareil, c'est une incertitude très très forte, ponctuelle, très forte, qu'il faut être capable de maîtriser, de contrôler. Donc je vais vous donner des exemples qui font des beaux dessins de cette théorie du chaos. Si vous prenez une suite, je vous ai parlé de prédire, je prends une suite là qui est écrite au tableau, ou une autre qui est écrite avec des nombres complexes, mais c'est la même chose, c'est une évolution. Cette suite, elle va avoir un comportement totalement chaotique. Pourquoi? Sur le petit dessin qui est représenté ici, je vais juste changer la valeur que j'injecte au départ, qui s'appelle U0 ici, et puis je vais m'apercevoir que le comportement va être totalement différent d'un point à un autre, et encore plus brutalement, je peux aller aussi infiniment que je le souhaite étudier, je vais toujours avoir ces perturbations-là, ce chaos-là. Dans un cas, la suite, elle va aller tendre vers une valeur qui est égale à 0. Dans un cas, elle va aller tendre vers une valeur qui est égale à 1, et dans l'autre, vers une valeur égale à moins 1. Et je ne pourrais absolument pas prédire, quelque part, quelle que soit la précision et donc l'ordinateur aussi puissant que j'aurai, le comportement de cette suite. Et ça rejoint, ça c'est un dessin qui n'est peut-être pas très visuellement explicite, mais il y a le même
en dimension 2. Et donc ça s'appelle une fractale. D'un point de vue mathématique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire c'est la même suite que j'ai pris là à droite. Elle a le même comportement chaotique. C'est-à-dire que suivant la valeur du point de départ, en gros, les couleurs, elle va aller vers 3 valeurs différentes. Une verte, une bleue, une rouge, globalement, grosso modo. Et je peux zoomer indéfiniment. J'aurai toujours le même dessin, j'aurai une fractale. Donc l'objet mathématique bien connu, je zoome indéfiniment. Je n'arrive pas à contrôler mon modèle. Donc voilà ce que c'est la théorie du chaos d'un point de vue mathématique, qui rejoint un peu le dicton du battement d'aile du papillon. Donc ça existe, c'est étudié. Mais évidemment, dans un modèle, il faut faire attention, si on se trouve dans cette situation-là, de bien comprendre ce qu'il se passe. Donc je vous donne un exemple, même là où il n'y a même pas d'équation, c'est juste un phénomène physique. Comme je l'ai dit, en aérodynamique, on étudie depuis longtemps les écoulements autour d'ailes d'avion pour améliorer leur traînée, autour de véhicules, pareil, pour améliorer leur coefficient aérodynamique. Plein de phénomènes. Et par exemple, il se passe des bifurcations dans ces écoulements. Donc sur l'exemple qui est donné, sur la gauche, l'écoulement à l'arrière d'un véhicule. Si je change très légèrement un angle à l'arrière, un angle de lunette arrière, autour de 30 degrés, il y a un saut. Il y a un saut de coefficient aérodynamique que vous voyez là, qui est mesuré. Donc tout ça, c'est de l'expérimental. C'est la traduction expérimentale de cette théorie de la bifurcation. Eh bien, à un moment, l'écoulement, il change de forme. Et la quantité qui nous intéresse, par exemple, le coefficient aérodynamique, lui, va avoir un saut, donc une sorte de discontinuité. Donc c'est ça, mathématiquement, la théorie du chaos, et ça peut arriver dans n'importe quel modèle, y compris un modèle purement d'ingénierie. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose d'important qui montre déjà les précautions qu'il faut prendre dans certains systèmes. On peut aussi le rapprocher avec le phénomène de résonance, bien connu. Donc il y a tous ces phénomènes-là qui existent en mathématiques, qui sont étudiés et qui doivent être contrôlés pour ensuite avoir des prédictions fiables. Parce que je rappelle la question, peut-on tout prédire ? J'y répondrai, comme je le disais à la fin, évidemment, vous vous doutez de la réponse, mais néanmoins, malgré ces phénomènes très complexes, on s'intéresse quand même à la quantification d'incertitudes. C'est-à-dire là, on veut mesurer, compter, calculer quelle est la part d'incertitude dans mon modèle. Par exemple, la part d'incertitude sur le coefficient aérodynamique dans mon modèle, pour une configuration donnée. Et donc ça, c'est une branche des mathématiques qui existe depuis assez peu de temps parce qu'elle est assez coûteuse, donc depuis l'arrivée des ordinateurs, il y a 40, 50 ans, et on l'étudie. Pourquoi ? Parce qu'on veut être capable de passer de l'expérience à la simulation numérique. Donc ça a été un challenge qui, à présent, est réussi dans beaucoup de domaines. Pas encore en médecine, mais on y vient. Être capable de passer de ça à cette situation-là réelle, c'est-à-dire à modéliser un crash, à assurer que le modèle qu'on utilise, donc des modèles de crash, de déformation, de structure, que ce modèle-là a une certaine incertitude, forcément, parce que le véhicule, dans les configurations réelles, ne sera pas exactement le même que le véhicule modélisé ici. Eh bien, peut-on assurer avec un taux de succès, pas un taux de succès, un taux d'erreur satisfaisant que le modèle numérique correspondra bien au modèle réel, ou en s'affranchissant de l'expérience, comme vous en doutez, qui est lourde, coûteuse, difficile à reproduire. Donc ça s'appelle la quantification des incertitudes. Et là, quelque part, tout ce que j'ai entendu, c'est le même travail. Je répète, sous un angle statistique, la quantification, c'est le premier chiffre qu'on donne, 80%, 90%, certes. C'est un exemple de quantification. Ici, on veut être un peu plus précis. On ne peut pas dire à 80%, mais il faut une marge d'incertitude qui est validée. Il y a un exemple qu'on prend. J'ai entendu que la mort subite, c'est effectivement, pourquoi pas, proche de la prévision d'un crash d'avion. Je trouve que c'est intéressant comme idée, effectivement, parce que on a un exemple bien connu. Entre le décollage de Challenger en 2003 et son atterrissage, on avait de forts doutes
que l'atterrissage allait se produire dans de bonnes conditions parce qu'il y avait eu un débris qui avait impacté le bouclier, qui s'était échappé du bouclier thermique. Et on était dans une zone de très forte incertitude pendant les jours de la mission. Et lors de la rentrée, donc il y a eu entre-temps des simulations de fait pour observer ce qu'il se passerait sous certaines conditions. Par exemple, deux pneus crevés, on pouvait montrer que la navette atterrirait, mais bien sûr, on était dans une zone où l'incertitude était trop forte. Et ça rejoint ce qui a été dit précédemment, on n'était pas en capacité, et on ne le saura pas, de prédire avec certitude le résultat de l'atterrissage, de la rentrée dans l'atmosphère, étant donné le niveau d'incertitude. Donc voilà un exemple où, là, clairement, la prédiction devient utopique. Donc ça a été dit par ce petit mail là, qui est ressorti comme exemple. Il faut rester toujours sceptique sur la qualité d'une simulation au vu de toutes les autres données. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à garder en mémoire. Bon, alors je vais prendre un modèle un peu plus compliqué que le précédent. Je vais prendre un exemple que j'ai étudié avec des collègues et avec un collègue de médecine pour essayer de voir ce qu'on peut faire en modélisation des écoulements sanguins d'un réseau complet d'artères. Donc là, je fais attention, ne m'en voulez pas si je commets quelques imprécisions, mais je vais juste parler de l'approche globale. Qu'est-ce qu'une modélisation? Qu'est-ce qu'une validation? Patient spécifique, ça a été dit aussi, toute statistique, elle doit être personnalisée. Et donc là, cette modélisation, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec Pierre Boutoury et d'autres collègues mathématiciens qui montrent un peu les différentes étapes où on modélise, on simule numériquement, on valide avec des données expérimentales et ensuite on quantifie les incertitudes. Voilà, il y a quelques publications. Donc c'est un exemple, je le répète. Bien sûr, on est encore loin d'un modèle réaliste, mais on a validé quelque part toutes les étapes et c'est représentatif de l'approche qu'on doit avoir quand on modélise un phénomène. Quelle est la part d'incertitude? Quelles sont les hypothèses qui sont faites? Donc là, sur cet exemple, on est encore très très loin d'être capable de modéliser avec une géométrie complète, en sortant du cœur tout l'arbre artériel, et on en sera très loin encore pour de nombreuses années. Donc on doit faire des hypothèses simplificatrices, donc il y en a pas mal, des hypothèses simplificatrices en termes de géométrie, avec un découpage des artères en des sections monodimensionnel. Donc le modèle qui est utilisé, il date d'une vingtaine d'années, donc il a été développé par un ingénieur, donc 55 artères avec une géométrie circulaire, une section circulaire et une symétrie donc, autour de cet axe monodirectionnel avec des bifurcations, comme vous le voyez, un modèle en entrée et un modèle en sortie. Donc un modèle en entrée, c'est un modèle de pouls cardiaque avec une période, un débit moyen et un débit max qui font une entrée dans le modèle et une sortie avec une résistance en sortie. Et donc là, c'était une question de Pierre Boutoury à l'époque qui avait des données et on a essayé de voir si on pouvait reconstruire ce qui s'appelle également un jumeau numérique. Donc le terme a été utilisé précédemment. Donc mathématiquement, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit modéliser l'écoulement. Donc avec des hypothèses, comme je vous l'ai dit. Donc la phase de modélisation, elle m'a échappé. Ah bah je l'ai plus. Dommage, j'ai plus les équations. Mais la modélisation consiste à écrire dans chaque section l'équation un peu comme l'évolution que vous avez vue tout à l'heure de la fonction débit, de la fonction section, fonction du temps. D'étudier les conditions aux intersections, les conditions aux sorties, les conditions en entrée. Et puis après, il faut valider ce modèle. Donc voilà comment on le fait avec des données. Donc les données dont on a disposé, fournies par l'équipe de Pierre Boutoury, c'était des données d'éco-tracking en différents points. Donc on s'est intéressé à une partie du réseau pour valider avec des données sur différentes artères.
Et bien, on s'aperçoit que le modèle, une fois qu'on a identifié les bons paramètres, donc dépendant du patient, eh bien, ce modèle reproduit assez fidèlement les écoulements. Alors, les écoulements simplifiés, je le répète, dans l'arbre artériel, donc aussi bien en termes de section, donc ça, c'est la variation en fonction du temps de la section, la variation des vitesses en fonction du temps sur un cycle cardiaque, c'est évidemment avec un certain niveau de précision par rapport aux données expérimentales qui sont en bleu. Donc une fois qu'on a ça, on a effectivement déjà une réponse partielle, mais ce n'est pas suffisant. Bien sûr, ce n'est pas suffisant avant de pouvoir avoir confiance dans ces résultats. L'étape suivante, c'est justement la quantification de l'incertitude. Et la quantification de l'incertitude, c'est une couche supplémentaire qu'on rajoute, une sorte d'incertitude théorique qu'on introduit dans le modèle et qu'on étudie en sortie. Parce qu'une incertitude en entrée, on ne peut pas connaître l'effet en sortie de manière linéaire, par exemple, où elle peut être totalement différente. Vous l'avez vu sur l'exemple du chaos, une petite incertitude peut engendrer de gros écarts. Mais donc on a besoin d'étudier, donc ça c'est des outils mathématiques, ça s'appelle la quantification d'incertitude, d'un modèle. Alors évidemment, il y a beaucoup de paramètres incertains sur cet exemple. On en sélectionne un certain nombre, alors il y en a plus que ceux qui sont indiqués, mais par exemple, si on sélectionne les incertitudes en entrée, c'est-à-dire les différents pouls qu'on peut introduire, donc variation en temps, variation en valeur max, en valeur moyenne, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'observation clinique, par exemple, d'une pression sur une artère donnée? On introduit une incertitude au niveau de la rigidité de l'aorte, par exemple, et on regarde mathématiquement ce qui se passe. Donc ça, c'est une étude mathématique qui est indispensable avant toute validation et toute utilisation d'un modèle. C'est la quantification de son incertitude. Et donc voilà les résultats qui ont pu être observés sur un critère. Donc le critère, c'est l'observable, ce qui nous intéresse en sortie. Ici, on était guidé évidemment par l'intérêt médical, donc une pression pulsée en un point. On peut disposer de toutes les valeurs. C'est ça l'intérêt de cette simulation. On a les valeurs en tout point, à tout instant, de pression pulsée en chaque artère. Eh bien, sur cet exemple, on s'aperçoit que l'incertitude, elle est contrôlée. Elle est contrôlée par l'incertitude en entrée. Alors, il reste une incertitude en entrée, mais l'incertitude en sortie est du même ordre, voire inférieur, ce qui est plutôt rassurant pour le modèle. Donc c'est une sorte de qualification du modèle par rapport à une sorte de robustesse, de contrôle de sa robustesse par rapport aux incertitudes nombreuses de tout modèle. Et ensuite, après, il faut le personnaliser. Je vais montrer une toute petite personnalisation sur un exemple, mais c'est ainsi qu'on poursuit la route. Donc le chemin, il n'est pas terminé, en fait, quelque part. Le modèle franchit les étapes avant ultérieurement, éventuellement, être capable de prédire, par exemple, des pressions dans l'aorte, ou des phénomènes pour un patient donné. Donc la route est encore longue, mais c'est ça le chemin. C'est la modélisation, la simulation, la validation numérique expérimentale et la quantification d'incertitude. Et ensuite, un peu comme le modèle de Volterra que je vous ai montré tout à l'heure, on a pu déjà observer, retrouver des choses. On en est encore à cette phase-là, sur cet exemple-là, de l'apport des mathématiques dans les applications médicales, à retrouver des phénomènes bien connus du praticien. Donc on ne va pas encore remplacer le praticien et le diagnostic, mais on s'en approche via cette étude-là. Mais comme vous le voyez, le chemin il a été fait pour l'ingénierie, pour les fusées, les rentrées dans l'atmosphère, les avions depuis bien longtemps. Il est validé depuis bien longtemps. Mais là, on est encore, on va dire que les mathématiques s'intéressent aux applications médicales depuis une quinzaine d'années. On est à une étape dans ce cheminement-là, avec la difficulté évidemment de travailler sur du vivant, et donc avec beaucoup plus de paramètres, beaucoup plus d'incertitudes qu'il faut lever de cette manière-là, de manière systématique. Ça a été dit aussi tout à l'heure. Bien sûr, il y a des étapes à franchir. Donc voilà ce petit exemple que je voulais vous montrer. Puis là, je vais me raccrocher quand même à ce que vous avez vu et ce dont on entend assez souvent parler à présent. Est-ce que l'intelligence artificielle permettra de remplacer tout ça, de prédire parfaitement ?
bien sûr, il faut être plus nuancé, mais je vais quand même expliquer l'apport qu'ont ces outils. Donc, déjà, l'apport, il est lié à la présence de données. Donc, j'ai montré des cas où on a des données en nombre réduit, en nombre limité. Les exemples de crash d'automobile, on ne peut pas faire un nombre d'expériences extrêmement important, mais il y a des cas où on a des données massives. C'est le cas en médecine, et ça a été bien expliqué par Xavier Jouvin, qu'il est vraiment essentiel d'avoir des données massives pour améliorer. De quelle manière? Alors, améliorer de deux manières. Soit affiner un modèle, comme ça a été vu précédemment, c'est-à-dire continuer à travailler avec un modèle, au sens une représentation approchée de la réalité. Soit carrément dire on oublie le modèle et on essaye de prédire juste avec les données. Et c'est ça l'approche statistique. Donc les mathématiques existent indépendamment sur d'autres aspects que les statistiques. Donc néanmoins, donc là, les statistiques ont une approche, sont le domaine des mathématiques utilisées pour l'intelligence artificielle, qui était bien connu depuis des années, dont les principes généraux étaient bien connus, mais ne pouvaient pas être utilisés sans ces données massives. Donc c'est quoi toute cette intelligence artificielle, cet apprentissage qu'on fait? C'est simplement essayer de reconstruire une fonction, donc avec des paramètres en entrée. On a vu qu'ils sont très très nombreux, ces paramètres. Il peut y en avoir des milliards. Et en sortie, donner une réponse. Donc ça, mathématiquement, c'est toujours possible. Donc il n'y a pas de limite qui consisterait à dire qu'il y a des phénomènes qu'on ne pourrait pas approcher. Non, parce que mathématiquement, on peut construire une fonction là qui s'appelle grand F, où j'ai... Alors θ, c'est quoi? C'est des paramètres. Et l'intelligence artificielle a pour objectif de caler ces paramètres par l'apprentissage. Donc sur ces données expérimentales. Donc j'ai un nombre très important également de paramètres, donc de données d'hyperparamètres de ce modèle, et ensuite j'ai une réponse. Donc c'est ça l'intelligence artificielle. Donc ça se substitue parfois au modèle, mais les modèles d'écoulement, par exemple, resteront parce qu'on les connaît. La météorologie ne travaillera pas que sur ces données statistiques, elle continue de travailler aussi sur des modèles de mouvements de masse d'air qu'il faut alimenter avec des données. Donc ça, c'est les deux approches maintenant qui sont un peu, pas concurrentes, mais complémentaires, pour arriver à prédire de mieux en mieux, de plus en plus de phénomènes. Donc je cite quelques exemples, puisque moi aussi, je me suis intéressé à ces aspects-là. On en a vu, la mort subite, très intéressant. On est en train de faire un projet avec l'équipe médicale de Garches sur... donc à grande ampleur sur la prédiction, l'aide au traitement du sepsis. Alors j'ai appris des choses aussi, via corticoïdes ou non, en fonction de la signature génétique et de l'apprentissage. Donc c'est un travail en cours d'étude qui est vraiment similaire à ce qu'on a vu précédemment. Donc ça, c'est un autre type de réponse, et je dirais, c'est d'autres problèmes qu'on peut aborder à présent, autrement sous l'angle purement statistique, autrement que sous l'angle modélisation que j'ai présenté. Donc c'est assez complémentaire. Un autre exemple, je travaille avec la Fondation Rothschild. J'ai eu Damien Gatinel, que certains connaissent peut-être, chef de service à la Fondation Rothschild, comme étudiant, parce qu'il aime encore les maths. Il avait des choses très intéressantes, et j'ai trouvé son approche vraiment intéressante, puisque ça a permis de trouver une nouvelle base simple mathématiquement pour lire les défauts de l'œil. Donc c'est un exemple où vraiment les mathématiques sont passées directement à la médecine, mais des mathématiques très élémentaires, des bases orthonormées, ça s'apprend en licence. Et on a fait quelque chose que je trouve intéressant. Et là, il utilise l'IA, comme beaucoup, à partir d'images et de stocks d'images qu'il a gardés depuis plusieurs années pour mieux prédire. Donc ça, c'est assez classique, hein, des pathologies. Donc on travaille sur ça aussi. Donc bien sûr, l'IA est complémentaire, mais je le répète, hein, les deux vont coexister, doivent coexister dans la prédiction. Un autre exemple qui m'a été apporté par Marine Poulain, qui est MCF ou professeur à l'hôpital Foch à Suresnes, chef du service, alors je ne sais plus comment on l'appelle, mais en tout cas sur la fécondation in vitro.
Très intéressant, elle avait plein de données et questions. Elle s'est posée, ça a été dit aussi, est-ce qu'il ne faut pas revoir ses propres scénarios dans la prédiction d'un succès ou d'un échec et ne pas prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire je prends toutes les données, y compris des données par rapport à mon dispositif expérimental, à des mesures d'hygrométrie, etc., pour savoir, pour détecter, pour diagnostiquer un taux de succès d'une fécondation in vitro. Donc on y travaille, on travaille sur ce sujet-là. Donc voilà un autre exemple où les mathématiques arrivent avec des outils, avec une autre approche, donc l'approche statistique ou l'approche modélisation. Donc j'ai donné ces 3 exemples. J'en arrive à la conclusion pour répondre à la question, peut-on tout prédire? Non, bien sûr, mais quand même, de plus en plus de choses avec de plus en plus de certitudes. Ça se voit dans la météorologie, on ne prédit pas 14 jours, mais on prédit de plus en plus efficacement à échéance plus réduite. Pourquoi? Parce qu'on a de plus en plus de données, on sait injecter ces données dans les modèles et on sait faire un mélange des deux. Donc c'est ça le défi, c'est un peu mélanger ces deux aspects. Donc le taux de confiance augmente dans les prédictions classiques et puis on a accès à de nouveaux types de prédictions, en particulier dans les cas où on a beaucoup de données. Ce qui est quand même assez nouveau depuis une dizaine d'années. Donc c'est ce qui est dit là dans le 2e point. C'est quand même un apport aussi important que l'informatique l'a été pour développer la modélisation dans les années 70-80. Là, à présent, depuis les années 2010, on a vraiment ce nouvel outil de données massives qui fait appel à des mathématiques très très rudimentaires en réalité, hein, très simples. Et qui fonctionne de manière remarquable, mais il n'y a pas eu de nouveau développement mathématique. C'est juste l'apport de ces données qui a boosté ce domaine-là. Et donc, néanmoins, bien sûr, il y a des configurations toujours hors d'atteinte. Plein d'exemples où il faut rester très modeste, ça a été dit aussi, donc je ne peux que souscrire à cette idée de modestie par rapport à la prédiction mathématique. Et je cite quelques exemples très récents. Alors, je vous ai parlé du crash. Clairement, on ne pourra pas prédire tous ces phénomènes-là qui sont des conjonctions, comme sur cet exemple-là, de phénomènes qui s'agrègent pour arriver à une situation hors de contrôle. Et il faut simplement réaliser que dans ce cas-là, on avait trop d'incertitudes. La plage d'incertitude était trop forte pour faire un modèle, pour modéliser l'atterrissage, parce que avant il y a la rentrée, et la rentrée avec un bouclier thermique endommagé, on ne peut pas la prédire. Faut pas, même en 2023, on ne pourra pas. Donc voilà cet exemple. Alors l'autre exemple qu'on cite souvent en exemple pour dire que les mathématiques sont allées trop loin. Effectivement, il y a un bon livre, un bon film là-dessus. J'ai oublié le titre, où on parle de cet exemple-là qui était le plus symptomatique d'une sorte de dérive dans la modélisation sur les marchés financiers. Et il y a eu un flux énorme de mathématiciens formés pour ensuite aller étudier ces phénomènes-là. Et ça n'a pas prédit le krach de 2008. Et depuis, les mathématiques continuent, bien sûr. Mais avec peut-être relativement plus de garde-fous. L'autre exemple, c'est le Covid. Hein. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit. Et il en ressort quand même un bilan assez mitigé sur la modélisation. Moi-même, j'ai essayé, je me suis amusé dans mon coin à modéliser au départ. Parce que les incertitudes étaient relativement faibles. Et les modèles, je le répète, c'est pareil. C'est des modèles très très basiques. Avec un certain nombre de compartiments, les personnes saines, infectées, en rémission. Mais petit à petit, on n'avait absolument plus aucune idée du point de départ. Qui était sain, qui était en rémission, quelle était l'efficacité à 6 mois d'un vaccin, etc., etc. Donc on était arrivé à une situation où il y a beaucoup trop d'incertitudes. Et heureusement, on a vu le changement de terminologie. On ne parlait plus de prédiction, on parlait de scénario. Et là, je suis d'accord, c'était des scénarios qu'on construisait et pas davantage. Donc ça, c'est un exemple aussi où l'incertitude devenait beaucoup trop importante pour prédire quelque chose.
Puis il reste des phénomènes naturels. Hein. Je me souviens donc de ce qui a été dit au moment de la tornade en Corse, que Météo France n'avait pas su prédire, parce que depuis, je crois qu'il y a eu de nouvelles stations installées pour faire des mesures et donc injecter ces mesures-là dans les modèles pour être capable de prédire des phénomènes qui restent un peu comme la théorie du papillon, très très locaux, très très complexes à modéliser. Donc on est encore loin aussi de pouvoir prédire toutes ces choses-là. Donc là, j'ai parlé de ce que je connais le mieux, on va dire, la modélisation et les dangers. Il y a aussi un danger, je l'ai évoqué, pour l'intelligence artificielle. Ça s'appelle, et c'est bien connu, le surapprentissage. Comme je vous l'ai dit, les modèles avec les petits neurones là qu'on voit tout le temps, on peut prendre en entrée n'importe quoi, en sortie n'importe quoi, et construire un modèle mathématique. Mathématiquement, ça se démontre. Sauf que le but de ces modèles, c'est de ensuite prendre autre chose et d'être fiable. Donc on sépare en deux catégories pour l'apprentissage, les données d'entraînement et les données de test. C'est pour ça qu'on sépare en deux, 80%, 20% par exemple. Et c'est pour ça qu'on ne va pas vous donner vos résultats tout de suite sur la mort subite. C'est normal. Et donc, il faut faire des données aveugles, donc avec les tests. Néanmoins, c'est un équilibre qu'il faut obtenir dans ce surapprentissage. Ne pas surapprendre les données pour être moins performant sur les données tests. Donc ça, c'est aussi un danger qui existera toujours pour l'IA. Et donc, on n'arrivera jamais. On a vu des 80, 85. Si vous voyez 99, il faut être inquiet. Donc on n'arrivera jamais sauf si le phénomène est très simple, on n'arrivera jamais à dépasser cette difficulté-là. Donc il y a des difficultés dans les deux approches. Dans la modélisation, c'est-à-dire dans l'incertitude qu'on crée, qu'on injecte dans un modèle, et puis dans l'approche statistique, dans ce phénomène d'apprentissage un peu excessif, où on finit par oublier qu'il y a l'apprentissage, mais il y a aussi le test. Voilà, donc petite parenthèse ensuite j'aime bien expliquer la modélisation, donc j'ai fait une petite chaîne YouTube pour parler de petites modélisations. Il y en a que tout le monde connaît, un GPS, très simple à expliquer, le moteur de recherche de Google. C'est quand même la puissance de Google d'avoir créé un algorithme meilleur que les autres, et c'est la seule richesse de Google, et c'est en allant, je crois, hein, si la légende est bonne, à assister à des cours d'algèbre numérique ou d'algèbre que ces étudiants ont pensé à une méthode des mathématiques, mais qui n'avait pas forcément d'utilisation à ce moment-là. Donc je ne cherche pas à dire que les mathématiques doivent être tout le temps avec une vocation applicative. Donc un bon exemple de transfert très rapide, c'est la matrice de Google. Comment se forment les embouteillages, ça c'est toutes les personnes qui étudient le trafic routier, ça marche très très bien. Hein. Les prédictions de trafic sont quand même assez remarquables. Et puis bon, il y a des petites choses plus anecdotiques. Puis j'avais prévu de finir avec un petit dossier. Donc heureusement, il y a des choses que les mathématiques ne pourront jamais prédire, et c'est ce qui fait le sel de l'existence, c'est que 50 ans après, je me retrouve face à Pascal, alors que la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en un lieu que tu connais, que tu reconnais, une belle voiture, et j'étais très content d'ouvrir, d'éteindre les phares à ce moment-là. Donc j'étais vraiment très très heureux. Il y a eu depuis plein de battements d'ailes de papillon qui font qu'on se retrouve 50 ans après, ici même. Donc merci beaucoup pour l'invitation et pour votre attention.